quand on nous dira de commencer. Bon, ben, on va commencer. Bien, bah écoutez, merci d'être venu en foule pour Jean-Michel Nicollet. Pour mettre l'ambiance, vous allez peut-être comprendre assez vite que je vais essayer de parler le moins possible. Donc Jean-Michel va se taper tout le boulot. Donc Jean-Michel Nicollet, invité d'honneur cette année, on va dire vieux briscard de la couverture de livre. Hein, entre autres travaux, je ne vais pas vous résumer sa carrière pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'a pas le temps, et deux parce que je ne l'ai pas bossé du tout. Mais disons qu'il est passé par très très longtemps des couvertures assez superbes pour la collection de Oswald, avec une thématique souvent qui revenait aussi dans les albums qu'il faisait à cette époque, assez fantastico-satanique, on va dire, et passionné par le diable, auquel il a consacré un livre. Pas beaucoup de gens qui ont consacré un livre au diable, et il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu surtout. D'ailleurs, tu n'as eu aucune protestation du diable. Alors que si tu avais fait un livre sur Dieu, à mon avis, tu en aurais eu un paquet de ses partisans. Bon, enfin, tu fais comme tu veux. Ces derniers temps, il sort une série d'albums chez Zampano. Oui. Bon, vous les avez là, hein, donc vous pouvez y aller, ils sont tous bons, on va résumer, ça va plus vite. Est-ce que tu es toujours aussi accro à Messire du Diable? Oui. Je dirais oui, mais non pas sur un aspect satanique, mais sur une démarche métaphysique. C'est-à-dire que si j'ai fait un livre sur le diable, c'est parce que je m'intéressais quand même à la métaphysique en général. Alors, on peut être étonné que j'ai ce genre de parcours, mais je dois reconnaître que depuis ma jeunesse, pour des raisons qui me sont très personnelles et pour des confrontations avec, entre autres, des gens de ma famille qui ont appartenu à des sectes, etc., j'ai voulu me renseigner sur ce que c'était que ces sectes. Et entre autres, c'était pas du tout démoniaque, mais évidemment, quand j'avais 13-14 ans, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des ouvrages qui étaient plutôt diaboliques, enfin diaboliques, non. Je veux dire, le grand Albert, le petit Albert, la poule noire, le grimoire du vieillard des pyramides, etc., le dragon rouge ou le dragon noir, c'est des grimoires populaires, n'est-ce pas, auxquels je n'ai rien compris au départ. Quand je les ai achetés, c'est très net. Donc ça m'intéressait, c'était une curiosité. J'ai commencé à faire une collection d'ouvrages ésotériques mais anciens, c'est-à-dire du 17e, 18e. Petit à petit, c'était beaucoup moins cher que c'est devenu maintenant. Et je me suis intéressé à ce problème. Face à ça, sur le plan professionnel, évidemment, m'intéresser à ce type de problème et au domaine fantastique, c'était pas facile à l'époque où j'ai commencé, pour une raison très simple, c'est que hormis Opta, qui était une maison d'édition qui publiait des dessins en noir et blanc, en général, ils ne faisaient pas de couleur. Donc, la science-fiction, c'est bien, mais bon, il n'y avait pas un support qui permettait de s'exprimer au mieux, et Métal Hurlant a été évidemment l'ouverture. Mais auparavant, j'ai quand même travaillé, j'ai fait autre chose, j'ai fait de la pub, j'ai fait des travaux beaucoup pour Gallimard, des illustrations classiques, on ne dirait pas, après tout ce que j'ai fait, mais au début, c'était tout à fait classique, et même des bouquins pour la jeunesse, bien entendu. Donc, avec Arlene Quist. Donc, le parcours est un peu sinueux, jusqu'à ce que je trouve un équilibre parfait avec Métal Hurlant.
C'est-à-dire que Métal Hurlant m'a donné la possibilité de... Voilà, Dionnet, Jean-Pierre Dionnet. D'ailleurs, on fête son 70e anniversaire ce soir. Jean-Pierre Dionnet m'a dit, écoute, fais ce qui te fait plaisir. Voilà, on a une maison d'édition maintenant, c'était un vieux copain avec Bruyet, etc. Et il m'a dit, tu fais ce qui te fait plaisir. Et à ce moment-là, j'ai dit, tiens, je vais faire une espèce d'album sur le diable. Pourquoi? Parce que ça concrétisait une part des collections que j'avais tenté de faire et sur la documentation que j'avais trouvée pendant des années. Donc j'ai fait ce bouquin sur le diable. Puis évidemment, on m'a dit, ben, tu en fais un autre. Quand celui-ci était Le retour du diable. Bon, j'ai dit, oh non, maintenant c'est fini, j'ai fait ça, ça suffit, quoi. Ça suffit. Bon, j'ai peut-être fait une connerie, mais enfin, moi je ne suis pas du genre à creuser toujours dans le même sillon, et j'ai passé à autre chose. Et à ce moment-là, j'ai essayé la bande dessinée, qui n'était pas mon univers directement, parce que je suis plus un illustrateur qu'un dessinateur de bande dessinée. Et raconter des histoires, j'ai pu écrire à ce moment-là, et puis faire des illustrations, plutôt que de faire cette conjonction qu'il peut y avoir entre la bande dessinée, dans la bande dessinée, entre le texte et l'image. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer en dessin, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer en littérature. Je donne cet exemple, il écrasa nerveusement sa cigarette dans le cendrier. Ça se fait au cinéma, ça se fait dans la littérature, ça se fait pas tellement en bande dessinée, parce qu'en fait, on est obligé de faire des petits machins, là, des petits trucs de mouvement. Et bon, voilà. De toute façon, chaque mode d'expression a ses limites, bien entendu, et a son potentialité. Donc, j'ai commencé là-dedans, et à ce moment-là, je n'ai pas fait que de la diablerie, évidemment, sinon que ça m'a collé un petit peu dans le dos ce genre de choses. On a dit, il fait le diable, il pratique des trucs sataniques, etc. Enfin bon, il raconte des légendes, alors que pas du tout. Et pour vous dire, justement, il y a un personnage qui s'appelait Octave Sibert, qui me téléphone un jour, c'était un dimanche, j'étais en train de travailler, et il me dit, voilà, je suis le pape du luciférisme. Et combien vous voulez pour continuer à faire ces dessins que vous faites pour le diable? Alors à l'époque, en plaisantant, c'est vieux, hein, c'était dans les années 70, je lui dis, je veux 60 000 francs. C'est ça. Je dis, pas de problème. Et là, je me dis, non, c'est pas possible, non, quand même, je ne veux pas m'atteler à ce genre de travail. Et je lui ai dit, non, mais je plaisantais, ça ne m'intéresse pas, et je ne cherche pas à développer le thème du diable plus que celui que j'ai développé jusqu'à présent. C'est l'antithèse de Dieu, n'est-ce pas, une espèce d'antithèse, et encore, de Dieu, mais surtout c'est plus facile d'exprimer l'enfer que d'exprimer le paradis, parce que quand on voit Michel-Ange quand même, quand il exprime le paradis, quand il exprime Dieu, il en fait un culturiste intéressant, mais on ne sait pas bien comment exprimer Dieu, et d'autant plus les anges, sinon de sombrer dans une banalité un petit peu conventionnelle, alors que le diable, on peut faire ce qu'on veut, parce que finalement, c'est tout à fait en référence avec le monde matériel, n'est-ce pas, avec les perversions matérielles, etc. Bon, enfin, tout ça pour vous dire qu'un jour, j'ai arrêté de faire ce genre de choses pour aller vers le domaine du fantastique, parce que la littérature fantastique était aussi quelque chose qui m'intéressait, bien entendu. Alors, illustrer du fantastique,
c'était guère possible avant, sinon des petites éditions, des petites choses. Mais là, à partir de Métal Hurlant, il y a eu des contacts, j'ai eu des contacts, et à ce moment-là, les nouvelles éditions Oswald m'ont demandé de faire des couvertures en disant, je ne sais pas si ça va durer, mais on va faire. Bon, j'en ai fait 240 de couvertures dans la collection Fantastique Aventure Fiction. Donc voilà un petit peu pour vous retracer la trame de mon parcours et de ce que j'ai voulu faire. Maintenant, il y a beaucoup de rencontres et de hasards qui font que, évidemment, on nous propose des tas de choses. J'ai fait des choses qui n'ont rien à voir. J'ai fait des choses pour enfants, par exemple. Pour tout vous dire, au moment où j'ai fait le bouquin aux Humanoïdes Associés chez Gallimard, chez les Humanoïdes Associés, oui, Le Diable, j'ai fait chez Gallimard un bouquin qui s'appelle L'histoire du petit Stephen Girard, de Mark Twain. Ce petit bouquin, c'est sorti en même temps que Le Diable. Le Monde de l'Éducation a publié un article en disant n'achetez pas le bouquin de Nicolet, l'histoire du petit Stephen Girard, parce qu'il vient de sortir un bouquin sur le diable. Donc ça m'a beaucoup amusé, évidemment, et c'est pas grave, j'ai eu le prix de la foire de Bologne, le prix d'art de Bologne, et c'était très bien avec le petit Stephen Girard. Ils n'ont pas fait d'histoire, pourtant c'était des Italiens, avec le diable, n'est-ce pas? Bon. Donc, le monde de l'éducation, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu cons de penser de la sorte, mais enfin bon, on peut aussi écrire un roman policier et puis écrire un roman d'amour chez Harlequin. On a le droit d'avoir des activités multiples, n'est-ce pas? Et donc voilà, pour tout vous dire, je ne sais plus où j'en étais, mais tu peux m'en lancer de temps en temps, oui. C'est pas plus mal. Mais tu me préviens 5 minutes avant. Enfin, donc voilà, il y a eu ces parcours diversifiés. Et puis après, pour tout dire, j'ai travaillé dans le cinéma avec Jean-Jacques Hano, j'ai travaillé avec Alain Resnais, parce que j'aimais bien le spectacle. J'aimais bien le spectacle et je dois reconnaître que j'aurais bien aimé être comédien, mais je n'ai pas eu l'occasion d'être comédien, sinon que j'ai joué très mal dans un film d'un très mauvais réalisateur qui s'appelait Jean Rollin, mais qui est très apprécié de certains. Et Jean Rollin m'avait demandé de jouer le rôle d'Harry Dixon. On a fait des bouts d'essai et ça a été... la mise en scène de Jean Rollin et, bon, et la direction d'acteur Jean Rollin, enfin bon, je connaissais bien. Je ne pensais pas que j'allais faire acteur. Dans ses mémoires, il parle de mes bouts d'essai qu'il trouve pas mal, mais enfin, il trouvait tout très bien. Donc, moi, j'aurais rien à dire, mais j'aurais pas supporté le jeu qu'il imposait aux comédiens, c'est-à-dire pas de jeu du tout. Pour René Hano, tu as fait quoi alors? J'ai fait des décors. J'ai fait, non, pour Hano, Le Nom de la Rose avec Drouillet, Bilal, etc. On a fait des dessins préparatoires au film. Et puis pour René, j'ai fait des décors pour un film qui s'appelait Mélo. Ah oui. Donc voilà, on a travaillé sur le sujet. Et très sympathique, René, personnage étrange. Et alors, pour vous donner une anecdote, tant qu'à faire, on raconte des histoires. Ouais. Le téléphone sonne à 6h du matin, un matin. Donc, ma femme va répondre, parce que je ne me réveille pas. Parce que tu l'avais poussé surtout. et elle revient, elle me dit, c'est René, je ne sais pas pourquoi, je sais quoi, il y a un mec qui se fait passer pour René, qui t'appelle, bon, j'y vais, c'est cette histoire, j'étais couché, je dormais là,
Il me dit, ben, excusez-moi, mais je vous appelle de la part de Robert Doisneau, qui était un copain, voilà, et je suis Alain Resnais. Ah bon, je me dis, merde, à 6 h du matin, c'est quand même incroyable. Et j'ai compris que c'était son habitude. Il travaillait de 6 h du matin à midi. Et puis après, ben, l'après-midi, il voyait des gens, il bricolait, il écrivait, etc. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé, j'ai commencé. Il m'a dit, eh ben, demain matin, venez au studio. Et il était 7 h du matin quand je suis allé, quoi. Bon, alors je me suis levé tôt, bien sûr, pour le rejoindre. C'est un personnage assez curieux. Et l'après-midi, il venait me voir tous les jours, et on mangeait tous les jours dans un restaurant chinois le soir, n'est-ce pas? Parce que après avoir fait Hiroshima, mon amour, il mangeait asiatique. Donc c'est un maniaque. C'était un maniaque, pardon, puisqu'il est mort. Et alors maintenant, avec les bouquins que tu fais, ce sont des bouquins directs, ce ne sont pas des illustrations parues quelque part avant. Il y en a oui, il y en a non. Ah, oui, il y a les deux. Ouais. Il y a les deux. Il y a des bouquins, bah, c'est une création, c'est un... voilà. Et puis il y en a d'autres, bah, je réunis des images et... voilà. Que j'ai stockées, qui sont des couvertures, qui sont des couvertures ou d'autres choses, des recherches que j'ai pu faire. Alors il y a un côté un petit peu... Il y a un côté, pour tout vous dire, un petit peu comme d'être cette espèce d'honorariat d'aujourd'hui. Quand on est vieux, voilà. Alors vous êtes l'invité d'honneur, bien sûr, où on vous fait une rétrospective. Ça sent terriblement le sapin, la rétrospective. J'ai fait une rétrospective il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, dans un musée en banlieue à Courbevoie, dans des trucs 1880, là, très beau d'ailleurs, musée Roi Béfoul. Et une fille qui était directrice artistique vient me voir et me dit, bon, j'avais mis des dessins de toutes sortes évidemment, elle vient me voir et elle me dit, bon, eh ben, je vous donnerai plus de travail. Ah bon, très bien. Pourquoi? Elle dit, parce que vous avez tout fait. Donc, comme vous avez tout fait, je ne peux pas vous donner à faire. Et je lui dis, mais je suis toujours fonctionnel, je ne suis pas mort, je ne suis pas paralysé, je ne suis pas... Il m'a dit, oui, mais je bon. Voilà. Puis elle est partie. J'étais assez sidéré de ce qu'elle m'a raconté, évidemment. Et je me suis dit, putain, c'est un enterrement de première classe. Et il y avait du monde. Il y avait du monde, il y avait des petits gâteaux, tout ça. J'ai pas mal picolé le jour-là parce que j'étais un peu triste finalement de cette situation. Aujourd'hui, je suis pas triste. L'honorariat, c'est pas triste du tout. Non, parce qu'on n'a rien à faire, donc c'est plutôt sympa. Mais donc voilà, mais tout ça sent un peu... oui, je suis plus près de la sortie que de l'entrée, évidemment, c'est tout le problème. C'est tout le problème de ça. On a une carrière derrière soi. Alors il peut y en avoir encore une devant soi, mais elle sera certainement moins longue, bien entendu, que celle qui s'est passée au préalable. Ça, je ne peux pas multiplier mon âge par 2 maintenant. Tu es plus près de l'entrée dans la postérité, quand même. Dans la postérité, c'est beaucoup dire, les illustrateurs n'ont jamais été de grands. Tu le sais très bien avec tes pieds nickelés, Ben oui, tes papiers nickelés. Justement, il y a plein de bouquins sur les illustrateurs, là, c'est formidable. On est en train de se rendre compte que, voilà, on est un pays où il y a des illustrateurs extraordinaires depuis 2 siècles et qu'on a oublié de se préoccuper d'eux. Donc c'est bien, non? Moi, je trouve ça très bien. Je suis grand défenseur de l'illustration populaire. Quand j'étais môme, chez ma vieille tante, je consultais les Rouletabille, etc., dans les fascicules originaux.
ou les Arsène Lupin illustrés par Léo Fontan, tout ça. Je trouvais ça formidable et je me disais, j'aimerais bien faire ça. Effectivement, j'ai un peu fait ça par la suite. Mais bon, le monde n'est pas le même, mais c'était des mecs dont on ne parlait pas, qui étaient d'une discrétion folle. Je ne sais même pas s'ils... Un gars comme Staras qui a fait Fantomas, les couvertures de Fantomas, ben, il y a eu un bouquin qu'a fait François Ducos sur lui, mais il n'y a pas eu grand-chose, et on ne sait plus qui c'est, d'ailleurs tout le monde s'en fout. Alors que Magritte a utilisé dans une de ses toiles Fantomas, n'est-ce pas, illustré par Staras. Alors c'est une image qui a marqué, mais dont tout le monde se fout, parce que c'est oublié depuis longtemps, bien entendu. Et l'illustration populaire, il y a eu l'illustration très chic. Quand j'ai démarré dans les années 68-70, il y avait l'illustration très chic, c'est-à-dire pour la pub, qui était payée très très cher, avec Jean-Paul Goude, avec tous ces gens. Moi, c'est Jean-Paul Goude qui m'a fait démarrer dans ma carrière. Alors on ne dirait pas, parce que c'était pas du tout son genre de faire dans le fantastique, etc. D'ailleurs, j'ai travaillé à lui et Playboy pendant un certain nombre d'années, et quand j'ai travaillé à Métal Hurlant, ils m'ont plus rappelé, en disant, mais il est fou, pourquoi il travaille dans des trucs comme ça? Donc j'ai pu travailler avec lui, Playboy. Ce qui était un tout petit regret pour la question financière, parce que c'était très bien payé, bien entendu, beaucoup mieux que Métal. Mais on était moins libre, bien entendu. Mais travailler pour Playboy, travailler pour lui, travailler pour Servu, ça ne veut pas dire que je faisais des filles à poil, d'ailleurs, du tout. C'était pas ça. Il y avait Aslan qui était le spécialiste, qui était le frère de Gourdon, le fameux illustrateur populaire qui a fait les trucs chez Presse de la Cité, enfin chez Fleu Noir. Et les deux frères Gourdon, il y en a un qui s'appelait Aslan, et Aslan, il faisait les pin-ups dans lui, etc., comme Vargas les a fait dans Playboy. Et donc, voilà, c'était un monde de l'illustration, mais chic. Parce que c'était un monde de l'illustration où, par exemple, Philippe Aki, quand il faisait des soirées, c'était des soirées très chic, avec des mannequins, des machins, etc. J'étais un peu paumé, c'est pas que ça, je n'étais pas désintéressé, ni par les mannequins, ni par ces soirées, mais c'était très, très chic, très branché, quoi, de l'époque, des années 70. Et puis, Métal Hurlant, ça m'a beaucoup mieux plu, bien entendu, parce que c'était une espèce de lyrisme, délire, rock, et en même temps, on se défonçait bien la gueule en picolant, etc. Tu t'en rappelles? Moi, je dis pas. T'étais pas là, mais enfin... C'était pas Métal. Non, t'étais pas à Métal, mais c'était l'époque... c'est une époque un peu... C'est bien marré. C'est bien marré, voilà. On se marrait pas très bien à lui et Playboy, on se marrait mieux à Métal Hurlant, bien entendu. Enfin, on dit pas d'eau. Et dans les fêtes, en général, de l'époque. Voilà. Donc voilà un petit peu le déroulement du parcours, n'est-ce pas, de ces histoires. Et ton rapport à la SF alors, parce que toi tu es plutôt fantastique et tout ça, mais bon, tu as été avec les gens de métal qui en avaient fait le cœur de leur travail, tu as fait quelques couvertures de SF quand même. Bon, donc je sais pas comment tu vois ça d'une manière très très différente du fantastique, puisque oui. Traditionnellement on les sépare, mais en même temps on fait toujours des festivals où ils sont ensemble. Oui. Tu sais que c'était la tarte à la crème de quelle est la différence entre le fantastique et la science-fiction. Hein. Oui. C'était un peu comme les blagues récurrentes de quand je tombe au pinceau, j'enlève l'échelle, oui. c'était toujours ce genre de truc. Alors toi, comment tu sens ça? Parce que tu n'es pas vraiment un illustrateur de SF, même si tu en as fait. Oui, j'en ai fait pour Titre SF, par exemple, chez Lattès, mais chez Titre SF, ouais. Mais voilà.
la science-fiction, je me suis vraiment penché dans la science-fiction, dans celle des années 68, dans des points de vue comme Spinrad, Zelazny, etc. La nouvelle vague. La nouvelle vague, plus que l'ancienne vague. La conquête spatiale, je m'en foutais un peu. J'avais lu Jules Verne, et la conquête spatiale, c'est pas ma folie. Ce qui m'intéressait, c'était la politique fiction, quelque part. Ouais. Et quand j'ai rencontré Spinrad, ça m'a beaucoup plu. Et là, le chaos final, les pionniers du chaos, etc., Jack Baron et l'éternité, tout ça, c'est des ouvrages qui m'ont touché. Zelazny, Les culbuteurs de l'enfer, je trouve que c'était un bouquin très bien. Et il y avait Champ Libre qui publiait donc Chute Libre et qui était cette espèce de démarche un peu particulière, un peu parodique, un peu particulière. Et puis il y a eu aussi ce fameux livre qui était soi-disant écrit par Hitler, Rêve de fer, qui m'a aussi beaucoup fasciné, c'est-à-dire que c'est des bouquins qui inversaient le processus de la fiction. Sinon, c'était pas de fiction spatiale, etc. C'est une fiction terrestre. Et là, ça devient intéressant parce que, voilà, alors Rêve de fer, etc. Enfin bon, je vous cite ce qui me vient à l'esprit, bien sûr, mais je mets ça dans un processus, j'aurais tendance à le mettre dans un processus politique et social, quelque part, alors que le fantastique, j'aurais tendance à le mettre dans une dimension métaphysique. C'est-à-dire que le fantastique, c'est toujours quelque chose qui a à voir avec la mort et après la mort. Après la mort. Si le polar amène l'homme jusqu'à la mort, le fantastique prend l'homme en main après la mort et le fait revenir pour prouver qu'il y a quelque chose ou pas. Mais les vampires, qu'est-ce que c'est? C'est des mecs éternels, etc. Les fantômes, etc. Quand on prend Jean Ray, puisqu'il y a une expo Jean Ray, quand on prend Jean Ray, il y a des fantômes, il y a des bizarreries diverses et variées, mais c'est toujours sur un autre plan que ça se passe. Ça se passe bien sûr, il y a des témoignages sur notre plan, mais c'est un témoignage d'ailleurs qui vient. Quand on regarde, par exemple, les histoires de vampires, c'est très intéressant, les histoires de vampires. C'est un monde inversé, les histoires de vampires. Un jour, j'avais fait une conférence sur Dracula et Jésus-Christ. Ça vous paraît extrêmement curieux. Mais c'est la même histoire. C'est la même histoire inversée. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il réapparaît, n'est-ce pas, il ressuscite, mais le vampire aussi ressuscite. Il ressuscite, mais de manière évidemment noire, dramatique. Et le vampire n'est pas le véritable vampire roumain. Il y avait un type qui s'appelait Adrien Crémené qui a écrit un bouquin sur le mythe du vampirisme qui est vachement intéressant parce qu'il est roumain, donc c'est de maintenant, c'est de ce qu'il en a tiré maintenant, enfin il y a quelques années. Et c'est pas du tout la même histoire qu'il nous raconte, les bourcolacs, les choses comme ça, c'est pas du tout le vampire tel qu'on le connaît à la manière Bram Stoker, c'est pas du tout le même genre. Mais à la manière Bram Stoker, il y a un côté chrétien dans le fonctionnement du vampire. Donc je trouve ça étonnant, intéressant comme tout. Et donc il y a un côté métaphysique dans le fantastique. Voilà. Bram Stoker était à la Golden Dawn. Et donc, mystique, il était mystique. Oui. C'est une forme de mysticisme. Oui. Il y a une quête. Ouais. C'est une quête de l'absolu. Oui. Oui, il y a beaucoup d'auteurs, Conan Doyle, etc. D'autres ont eu aussi des activités de type métaphysique comme ça, de quête de l'initiation, etc. Oui, c'est très anglais d'ailleurs, ça. Enfin, ça peut être aussi français, hein. C'est international de toute manière. Mais
toi, tu as participé à des choses comme ça? Je me suis intéressé Tu à as fait ces choses. initier dans quelques Non, mais officines? de toute façon, j'en parlerai pas. Ah bon? J'en parlerai pas, même si je m'étais fait initier. Ne serait-ce que de nous dire deux, trois mots sur les sacrifices humains, comment ça se passe? Non, Comment on décrypte les vierges exactement? Non. Enfin, bon, je crois qu'il y a beaucoup de rêveries. Je vous conseille de lire le fameux livre Léo Taxil, qui est un personnage, qui est un menteur formidable. Et ce menteur formidable, il a été quand même arrivé à persuader les Suisses qu'il y avait des ruines au fond du lac Léman. C'est quand même incroyable, quoi. Et ils y ont cru. Et puis finalement, bon, voilà. Sur la franc-maçonnerie, il en a parlé évidemment beaucoup. Et puis, il a été franc-maçon lui-même. Puis il s'est fait foutre à la porte, évidemment, parce qu'il a révélé un certain nombre de choses. Et c'est un personnage, quand même, il a écrit un roman qui s'appelle Le Fils du Jésuite, ce qui est quand même intéressant aussi. Il a écrit deux romans qui s'appellent Calottes et Calotins, 2 volumes, sur une espèce d'inversion du processus biblique, etc. Personnage hors du commun, mais bon, un peu malsain, bien entendu, mais qui me paraît très drôle parce que c'est un mystificateur par excellence, quoi. Alors les mystificateurs sont toujours intéressants, évidemment. Mais la littérature fantastique, c'est une chose, mais j'ai une autre passion. J'ai une autre passion. C'est les livres codés. Les livres codés. Il y a un personnage qui m'intéresse beaucoup, il s'appelle Grasset d'Orsay. Grasset d'Orsay, c'est un type, les éditions Édites ont publié, ça doit faire 10 volumes à peu près que j'ai lu, 10 volumes sur des sujets les plus divers, sur Diane de Poitiers, etc. Mais tout est codé. Et quand on a publié ce bouquin, on a dit, on va mettre la photo de l'auteur. On a trouvé des photos de toute sa famille. Enfin, c'est un auteur qui date de 1880-1900. On a trouvé des photos de toute sa famille, son père, sa mère, ses enfants, sa femme, etc. Mais pas de lui. On n'a aucune photo de ce personnage. Il est resté complètement mystérieux. Il était archéologue, par ailleurs, et il a écrit, dans son Auvergne natale, il a écrit pour la revue britannique dans les années 1890-1900, 200 articles, sous des pseudonymes différents. Il remplissait la revue à lui tout seul, n'est-ce pas, sur des sujets les plus divers. Et ça, j'adore ça, parce que il parle beaucoup du langage des oiseaux, et évidemment, de Rabelais, de Dante, etc. Enfin, toute cette littérature codée, dont je raffole, parce que j'aime bien essayer de trouver la solution du codage, n'est-ce pas? Voilà. Et tu le trouves souvent? Parfois. Parfois, oui, non. Non, il faut se pencher sur... Il y a des ouvrages clés, hein, comme par exemple... les ouvrages de Jean de Tritème, etc., enfin, la stéganographie, la polygraphie, etc., qui donnent des clés Et puis, il ne faut pas oublier que dans la littérature du 15e, du 16e, etc., qui a été un truc qui m'a toujours branché, c'est que on parlait de manière codée pour éviter aussi de subir l'Inquisition, etc., et les pressions religieuses, n'est-ce pas? Parce que souvent, ces personnages sont liés à des traditions croyantes, mais beaucoup plus libertaires et beaucoup moins sous la tutelle du Vatican. Par exemple, quand on regarde historiquement l'histoire, je la dévie complètement, mais quand on regarde l'histoire des Guelfes et des Gibelins, c'est une clé historique extrêmement importante.
qu'on retrouve d'ailleurs dans les tableaux de manière codée. Les tableaux de l'école de Fontainebleau sont des tableaux codés, bien entendu. Alors, on peut évidemment se promener dans tous ces univers et essayer des fois de coder soi-même dans notre travail un certain nombre de choses. Tant qu'à faire. Tu tiens les solutions à disposition de... Non. Après ta mort? Après ma mort. Bon, d'accord. Je ne suis pas pressé. Nous sommes patients, nous sommes patients. Bon, tâchera là. J'ai perdu la question que je voulais te poser, mais ça fatigue. Oui, c'est une question que je me posais tout à l'heure, un peu quand on parlait de la science-fiction. Tu disais qu'effectivement, ton univers n'était pas celui de la science-fiction ancienne, etc. Par contre, il y a des liens, je trouve, entre ton travail et certains illustrateurs de ces albums, enfin de ces bouquins de l'époque, y compris Verne d'ailleurs, qui étaient d'ailleurs des magnifiques illustrateurs. Et là, je pense par contre qu'il y a un lien. Je me trompe? Non, il n'y a pas. Non, tu ne te trompes pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses steampunk. Il y a le steampunk est quelque chose qui n'est pas si éloigné de ça. Et j'aime bien le steampunk, c'est trop maintenant, mais il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, j'ai invité à Brocéliande. Bon, classe. Alors, Brocéliande, formidable, lieu bizarre par excellence. Et il y avait une espèce de festival aussi de type imaginaire, machin. Et il y avait en même temps énormément de personnages déguisés. Ouais, cosplay. Alors, soit steampunk avec des lunettes, machin, des hautes formes et tout ce qu'on veut, soit des personnages du Moyen-Âge. C'était une espèce de compendium extrêmement bizarre, intéressant, qui m'a vraiment intéressé, dans un lieu empreint de légende, n'est-ce pas? Donc ça, c'était... Et à ce moment-là, il y avait des spectacles steampunk dont je les ai tous faits pour voir un petit peu ce que c'était. Ben oui, c'est des références, à une imagerie 19e, et même les machines sont toutes référentielles de vieilles machines, et non pas de machines super designées modernes. Au contraire, le design est un design vieillot. Et ça m'amuse beaucoup. Voilà. Maintenant, oui, il y a des références parce que ma jeunesse, je l'ai passée à lire des vieux bouquins, quoi. À lire des vieux bouquins, à regarder des images. Alors, lire, oui, bien sûr, mais d'abord, si c'était illustré, je regardais d'abord les images. Et puis, selon la qualité des images, je ne parle pas de la qualité graphique, mais selon ce qu'elles exprimaient, à ce moment-là, je lisais le livre. C'est comme ça que j'ai lu un bouquin qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle L'homme qui rit, de Victor Hugo, quand j'étais gamin, parce qu'il y avait des illustrations de Rochegrosse qui étaient assez notoires, avec le personnage avec la bouche ouverte comme ça, complètement élargie, n'est-ce pas? Et puis l'histoire m'a emballé, le fait que ce soit un monstre et qui se maque avec une aveugle, c'était super, ils se suicident tous les deux à la fin, quelle merveille de romantisme. Et donc j'étais tout gamin et ça m'a vachement plu. Comme j'ai eu une enfance extrêmement solitaire, mais avec la chance d'avoir des bibliothèques énormes dans lesquelles je faisais ce que je voulais, mon père me disait toujours: tu lis ce que tu veux, mais tu m'en fais un commentaire. C'est comme ça que il y avait un personnage qui venait à la maison qui s'appelait le docteur Lecard, qui est un criminologue notoire. Mon père faisait des expertises en matière de criminologie sur les faux. Il est expert en faux, en machine à écrire.
Et ce docteur Lecard a écrit un bouquin qui s'appelle « Traité de criminalistique à l'usage des gens du monde et des auteurs de romans policiers », entre autres. Il a écrit une thèse très intéressante sur le suicide de Judas Iscariote. Bon. Et c'était un médecin légiste, il était docteur en pharmacie et docteur en droit. Quand même, ce personnage a été très influencé par Sherlock Holmes. Voilà. Et quand j'étais môme, il venait à la maison et c'était un personnage extrêmement bizarre, grand mélomane. Et pour tout dire, on racontait qu'un jour, Conan Doyle, dont il était un fervent admirateur, vient visiter son laboratoire de police de Lyon, dans les greniers du palais de justice. Et Conan Doyle, il lui dit, je vais vous montrer, puisqu'ils étaient médecins tous les deux, il lui dit, je vais vous montrer mes collections. Alors là, le poignard de Caserio qui a tué Sadi Carnot, voilà, la collection, les photos, très belle collection de photos de crimes, etc. Tout ce musée que j'avais vu quand j'étais jeune, et maintenant à l'école de police scientifique de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, l'école des commissaires. Et tout ce laboratoire a été récupéré. Et un jour, donc, il amène dans son laboratoire. Puis il y a des photos, mec. Il y a des tas de photos d'assassins, de tout ce qu'on veut. Et Conan Doyle lui dit, mais qui c'est lui? C'est mon chauffeur. Il dit, oui, c'est Jules Bonneau. Et Jules Bonneau a été un temps chauffeur de Conan Doyle. Donc, quand il était à Londres, et il a revu Jules Bonneau dans le laboratoire de police scientifique, le portrait dans le laboratoire de police scientifique du docteur Lecard. Et il y avait ce docteur Lecard, et quand il y avait des bouquins qui traînaient partout. Je lis le traité à l'usage des gens du monde et des auteurs de romans policiers. Il y avait des trucs qui étaient évidemment un peu costauds, un peu de première histoire d'empreinte digitale. Pour tout vous dire, c'est une nonne défroquée qui s'est fait violer avec une bouteille et par un personnage, et ils ont gaulé ce personnage parce qu'il y avait ses empreintes digitales sur la bouteille. Et que le mec, il ne croyait pas. À l'époque, on ne croyait pas que ça allait marcher, les empreintes digitales, mais le docteur Lecard utilisait les méthodes précédentes qui avaient été mises au point. Et donc, alors, évidemment, quand mon père me disait, tu dis, raconte-moi ce que tu lis, évidemment, des fois, c'était un peu ambigu. Il me disait, mais c'est un peu tôt, peut-être, pour lire ça, etc. Mais dis-moi toujours ce que tu lis. Donc, il pouvait corriger un petit peu la situation. Ce qui n'était pas une mauvaise éducation, un peu libérale, mais sympathique. Je ne lui disais pas tout. Bon. Notamment pour les Playboy cachés sur le... Oui. Peut-être question dans la salle, les gens qui veulent te raconter encore des trucs. Bon. Vous avez floué le bec? En collaboration avec Jean-Jacques Hano, par exemple. Avec Jean-Jacques Hano, c'est très simple, il est extrêmement directif, donc il dit voilà, tu feras le plan 5, le plan 7, tel que tu le vois, et puis après on verra. Et d'ailleurs, à chacun des dessinateurs, que ce soit Blanc-Dumont, que ce soit Drouillet, que ce soit Bilal ou moi-même, entre autres, ou Clayette, il y avait un personnage qui s'appelait Clayette, aussi, qui était un spécialiste des bibliothèques. Hein, il faisait des dessins dans Planète. Oui. Et alors, il nous disait, voilà. Et en fonction de ça, je sais que, par exemple, il montrait les dessins à Umberto Eco, et Umberto Eco me dit sur un dessin, j'avais affaire, entre autres,
j'en ai mis quelques-uns dans un dessin, là, le miroir, là. Il y a 2 dessins qui ont été utilisés pour le film. Quand le moine Atso couche avec la fille, pour ceux qui ont vu le film, dans la cuisine, j'ai essayé de reconstituer la cuisine, bien sûr, telle qu'on pouvait se l'imaginer à l'époque. Et je mets, comme c'était chez les moines, je mets un crucifix. Et là, Umberto Eco me fait dire, parce que je n'ai pas rencontré directement, dire non, c'est pas un Christ du XIIe que tu as fait, c'est un Christ du XIIIe. Bon, j'ai dit bon, très bien, ben, j'ai corrigé en fonction de ça, bien sûr, mais voilà, c'est un peu comme ça, ça s'est très bien passé, sans problème, quoi. C'est-à-dire, une fois qu'il a défini ce qu'il veut, ça, on sait que c'est un personnage qui est très beau. C'est pas Jean Rollin, quoi. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est très décisif, et voilà. Et donc, dit, invente-moi ça. J'ai des stocks de dessins où on voit des moines. On pouvait, par exemple, dans le film, on peut se poser la question. Il y a des moines blancs, des moines noirs, n'est-ce pas? Il y a les bons, les mauvais, quoi. Mais c'était probablement pas du tout comme ça, et ils n'avaient pas des uniformes au XIIIe siècle aussi affinés que ça, des noirs, les blancs, etc. Ils faisaient leurs costumes avec les produits qui existaient dans la région où ils étaient, c'est-à-dire ils tissaient des robes avec des vrais, non pas de la bure obligatoirement, etc., non pas brun ou noir ou blanc. Je ne veux pas dire que c'était en couleur, mais enfin, c'était peut-être grisâtre ou autre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer au Moyen-Âge, comme par exemple une armée au Moyen-Âge. C'est très compliqué à reconstituer. On met tous les mecs avec le même costume, parce que ça, c'est une vision moderne. Mais il ne faut pas oublier qu'ils payaient leurs costumes, les gars. Donc, ils se faisaient faire des trucs en cuir et pas en fer, parce qu'il fallait payer un forgeron pour faire des trucs en fer. Alors un archer, il est moins équipé qu'un chevalier, mais un chevalier, il paye son armure. Quand on voit Jeanne d'Arc, on lui a payé son armure, mais elle a été faite sur mesure, quoi. Alors ça, c'est les grandes armures du 14e, 15e, mais du 15e, mais autrefois, bon, ben, la côte de maille, etc., c'était un peu de bric et de broc. C'est un peu comme les Romains. Quand on voit des films avec les Romains, ils sont impeccables, ils sont tous habillés pareil. Je suis pas du tout sûr que les mecs étaient tous habillés impeccables avec leur casque, les brosses là, etc. C'est pas sûr qu'ils étaient tous habillés pareil du tout. Ils faisaient un peu comme ils pouvaient, je pense, selon l'argent qu'il y avait. Parce que pour fabriquer, surtout que quand même, les armures étaient forgées, donc pour faire forger des armures en série comme ça, le cuir devait y aller bon train plutôt que le fer. Une dernière petite question avant la fin de son agonie. Je tiens à signaler pour ceux que ça intéresse, comme finalement une action honteuse ou une mauvaise action vous poursuit toute votre vie, Oui. certaines séquences de la griffe d'Horus de Jean Rollin peuvent être vues sur une tablette à l'exposition Jean Ray. Je sais, oui. J'en suis pas extrêmement fier. J'en suis pas très fier. Mais... Non, mais ça aidera à donner de la chair pour le... Exactement, mais ça c'est rigolo. Et d'ailleurs, quand cette affaire